bonsoir. Juste un petit mot avant de commencer sur le titre, les images flottantes. Les images flottantes, en fait, c'est comme ça qu'on appelle tout ce qu'on voit quand on ferme les yeux. Quand on ferme les yeux, on voit les objets ou les personnes qu'on a regardées suffisamment longtemps. Ça s'imprime ces images-là, elles s'impriment en négatif à l'intérieur de nous. Et puis elles commencent à se déformer. Et puis parfois, elles se mélangent avec des images beaucoup plus anciennes qui remontent à la surface. Par exemple, moi, quand je regarde là, mais suffisamment longtemps, les lettres du titre des images flottantes, puis je ferme les yeux, ah oui, là je les ai en négatif. Ça s'imprime. Et puis alors, c'est certainement à cause du haut, mais j'ai une bouche qui apparaît. Et puis elle commence à bouger légèrement, à s'articuler. Et puis il y a un visage qui remonte à la surface et qui va se mettre autour de la bouche. Et c'est le visage de mon père. Et c'est mon père qui me raconte mon histoire préférée quand j'étais enfant. Et mon histoire préférée quand j'étais enfant, c'était l'histoire de deux petites souris. Ces deux petites souris qui découvrent un bol de lait. Et les souris, ça adore le lait. Et donc les deux petites souris, elles vont au bord du bol et puis ouf, elles tombent dans le bol. Et puis elles ne peuvent plus en sortir. Elles sont là, elles essaient et elles ne peuvent pas sortir du bol. Et il y a une des deux petites souris, c'est la souris la plus sage. Elle a analysé la situation, la hauteur du lait, le taux de glissade du bol, enfin bon. Et sait que jamais elle ne parviendra à sortir du bol. Et sait qu'elle est condamnée. Mais comme c'est une souris sage, elle n'a pas envie de perdre ses moyens, de s'agiter dans tous les sens. Elle sait qu'elle est condamnée, elle veut mourir dignement. Elle se laisse couler tout doucement au fond du bol et elle meurt dignement. Il y a une autre petite souris. Cette autre petite souris, elle est un peu plus sociale. Elle ne pense à rien du tout. Elle crie juste « Je veux sortir, je veux sortir, je veux sortir !» Et elle s'agite dans tous les sens. Après 5 minutes, elle est pratiquement morte d'épuisement. Mais seulement, elle s'est tellement agitée, elle a tellement remué le lait qu'elle l'a transformé en une motte de beurre. Une motte de beurre suffisamment solide pour qu'elle puisse prendre un coup dessus et s'en sortir. Et cette histoire, mon père, il me l'a raconté toujours le dimanche matin quand je prenais mon bol de lait pour le petit déjeuner. Et à chaque coup, il me racontait l'histoire. Et moi, j'adorais. Je ne me suis jamais lassé de l'entendre me raconter cette histoire. Alors, ma mère, elle me racontait pas d'histoire. Mais ma mère, elle m'emmenait découvrir des histoires. Ma mère, elle m'emmenait au théâtre pour aller voir des histoires. Et mon histoire préférée quand j'étais enfant, enfin toujours maintenant d'ailleurs, c'est l'histoire de Pélias et Mélisande. Quand j'avais 12 ans, ma mère m'avait emmené au festival du théâtre de Spa pour découvrir Pélias et Mélisande. Et c'était arrangé pour qu'on ait les tickets des places qui étaient au milieu de la deuxième rangée. Alors ça, c'était l'affiche du spectacle. Et on voit les spectateurs qui sont là, et puis dans les fauteuils, on voit c'est les yeux endormis de Mélisande. Et donc moi j'étais là, j'ai regardé tout le spectacle assis dans l'œil endormi de Mélisande. Alors, Pélias et Mélisande, c'est une pièce assez obscure qui se passe dans une sombre forêt. Et dans cette forêt, il y a le roi Golo, dans son grand manteau rouge, qui pourchasse les deux enfants, Pélias, le garçon, Mélisande. À un moment, le roi Golo, il est devant Mélisande, elle a vraiment peur, elle a tellement peur, et elle chante presque, elle fait « Ne me touchez pas, ne me touchez pas !» Et le roi Golo, avec sa voix « N'ayez pas peur, ne me touchez pas, ne me touchez pas !» Enfin bon, la pièce, c'est comme si c'était une grande partie de cache-cache qui se passe dans la forêt, tout le spectacle. Mais en fait, ce qui m'avait le plus touché dans ce spectacle, c'est que les enfants passent pratiquement la majeure partie de l'histoire cachés derrière les arbres pour ne pas que le roi Golo vienne. Et puis fou, c'est qu'à certains moments,
on voyait un des enfants qui passait la tête hors d'un arbre. Elle était éclairée par un projecteur. Et puis, c'est comme s'il prenait un spectateur à témoin pour lui dire « Sauvez-moi, sauvez-moi ». Moi, à un moment, j'avais Mélisande, elle était juste en face de moi. Elle m'a regardé. « Sauve-moi, sauve-moi ». Et moi, j'ai rien fait. Je restais comme un lâche dans mon fauteuil. Enfin, après le spectacle, quand tout le monde a applaudi, ma mère a vu que j'étais dans un tel état d'émotion, elle s'est arrangée pour que je puisse rencontrer les acteurs dans leur loge. Et il y avait une petite porte, elle m'a poussé. Et puis j'ai vu celui qui jouait le roi Golo, celle qui faisait Mélisande. Alors, bon, ils étaient déjà démaquillés, on a mis de vie, mais j'ai l'impression qu'ils étaient toujours complètement dans l'histoire, parce qu'ils marchaient dans les couloirs des loges avec des grands yeux, comme ça. Bon, moi, je n'ai pas osé les déranger, donc j'ai continué le couloir. J'étais jusqu'au bout. Il y avait une petite porte, je l'ai ouverte, et je me suis retrouvé sur le plateau, sur la scène du théâtre, là où il venait de se jouer Pélès et Mélisande. Bon, alors, c'était plus du tout éclairé avec les projecteurs, il y avait des néons et puis des régisseurs qui étaient en train de démonter le spectacle, le décor. Et là, je me suis rendu compte que ce que j'avais pris pour une vraie forêt, mais c'était en fait des grands morceaux de carton colorés qu'il a composés. Alors, les régisseurs prenaient le décor et puis le rangeaient dans un camion qui est à l'extérieur. Et donc, moi, je suis resté tout seul sur le plateau. Sur le plateau, il n'y avait rien. Il était tout noir, totalement vide. Enfin, il y avait juste des petites croix blanches en toile adhésive, comme hier pour que les acteurs, c'était sur le plancher, puis ils se retrouvaient dans le noir. Et donc, moi, je me suis mis sur une croix. J'ai l'impression que je devenais Péléas. Et puis une autre, c'était le roi Golo. Et puis à un moment, j'étais sûr, c'était la croix d'où Mélisande m'avait regardé. Alors, je me suis regardé, enfin, j'étais plus dans mon fauteuil, mais c'était comme si je me disais à moi-même, sauve-moi, sauve-moi. Enfin, j'étais parti. Il y a un régisseur qui est rentré. Il m'a vu en contemplation dans ces petits scotch qui ne ressemblaient à rien du tout. Alors, moi, je lui ai expliqué. Il m'a dit que si je les aimais tellement, ces petites croix, je pouvais les reprendre. C'était leur dernière du spectacle pour le festival, donc il n'en avait plus besoin. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai décollé une à une toutes les petites croix, je les ai prises avec moi, et chez moi, j'ai fait ma collection de petites croix. Alors, je les avais collées sur des morceaux de bois en noir, comme le plancher du théâtre de ce matin. Pour faire ma collection, j'étais très fier. J'ai montré à tout le monde. Alors, quand mon père a vu ma collection pour la première fois, mon père n'avait pas un intérêt particulier pour Péléas et Mélisande, ni pour le théâtre en général. Mon père, en fait, ce qu'il aimait, c'était l'histoire. L'histoire avec un grand H, comme il disait. Et puis moi aussi, il m'aimait bien. Et donc, quand il a vu ma collection de petites croix, il a tout fait pour la trouver intéressante. Il m'a dit que ça lui faisait penser à sa collection de petits soldats de bois avec laquelle il avait tellement joué quand il avait exactement mon âge. Et de temps en temps, sans même que je lui demande quoi que ce soit, eh bien mon père, il prenait mes petites croix et avec ça, il me rejouait les grandes batailles de l'humanité. Alors ma préférée, moi, c'était la prise de Jérusalem, en 612 avant Jésus-Christ. Alors la prise de Jérusalem, c'est le roi Nabuchodonosor et son lieutenant Nebuzaradan qui vont s'attaquer au temple de Salomon. Bon, dans le temple, on sait que l'attaque est imminente, ils sont préparés. Mais Nabuchodonosor va utiliser une ruse. Il va déguiser Nebuzaradan en grand prêtre. Nebuzaradan va s'introduire dans le temple, ni vu ni connu. À l'oreille d'un fidèle, il va lui dire « Toi !» Le fidèle « Moi ?» Il est déjà parti, Nebuzaradan. Un autre fidèle, il va près de lui et puis il lui dit à l'oreille « Toi !» Moi. Et puis à un moment donné, Nebuzaradan, il va se cacher derrière le pilier qui se tient à la grande voûte du temple. Il va faire « Toi !» Donc comme c'est la grande voûte, ça va résonner « Toi !» Chaque endroit qu'on lui parle en particulier,
toi, attends encore un peu. Ça veut dire que chacun croit qu'on lui parle à lui, et donc chacun attend encore un peu. Ça veut dire que tout le monde dans le temple est totalement immobile. C'est le moment où chasse Nabucodonosor pour rentrer dans le temple et avec son armée massacrer tout le monde. Moi, j'en revenais pas. Mais il suffisait que mon père prenne les croix en main pour leur faire porter toutes les histoires qu'il avait envie de me donner. Et un peu plus tard, j'ai pu me rendre compte par moi-même du pouvoir qu'avaient mes croix de porter toutes les histoires qu'on voulait. Et ça s'était passé, c'est quand j'étais toujours élève au collège Saint-Louis à Liège. Et on avait un prof d'anglais qui nous avait demandé d'apprendre par cœur un vieux conte écossais, un conte qui s'appelait La cible. Il nous avait dit que pour le prochain contrôle, tout le monde devait connaître sur le bout des doigts ce conte-là, et puis désignerait l'un d'entre nous au hasard qui devrait aller sur l'estrade pour raconter la cible. Moi, je m'étais entraîné à apprendre par cœur dans ma chambre, et puis à raconter tout seul la cible grâce à mes petites croix. Et puis, le jour du contrôle, ni vu ni connu, j'avais pris mon papier avec moi, j'avais caché sous mon banc. Bon, je devais être tellement agité que le professeur, c'est moi qui l'ai choisi. Bon, sur l'estrade. La cible. Alors, la cible, eh bien, ça se passe dans deux lieux différents. Ça se passe en partie dans une ferme qui est à la lisière de la forêt, et l'autre partie de l'histoire, elle se passe dans la forêt. Et dans la forêt se trouve un renard. C'est le soleil couchant, le renard sort de son terrier, s'approche de la ferme, parce qu'il y a quelque chose qui l'intéresse beaucoup dans la ferme. Les poules. S'approche du poulet. À ce moment, et le fermier a repéré le renard. Il parvient à le coincer. Il prend un grand bâton. Le bâton va s'abattre sur le renard, mais à ce moment-là, le fils du fermier s'interpose et il dit à son père: non, mon père, je t'en prie, il est trop beau, épargne-le. Bah, oui, le renard, lui, il ne manque pas son reste. Il file dans la forêt, il va retrouver son terrier bien à l'abri. Le fermier, il est fou de rage. Il dit à son fils: bah, c'est malin, maintenant il est parti le renard. Tu fais vraiment rien de bon dans la maison. Écoute bien, tu files dans ta chambre sans manger, tu ne redescends que demain matin. Le fils, il est dans sa chambre, il est dans son lit, il se retourne, il ne parvient pas à dormir, c'est trop d'émotion. À minuit, il n'en peut plus, il sort de ça. Il prend son traversin, il met le traversin sous les couvertures et il fait prendre au traversin, eh bien, plus ou moins la forme d'un enfant endormi. Et puis, il prend une chaussette qui a exactement la même couleur que ses cheveux, il la laisse dépasser les couvertures, et puis lui, il sort de son lit, il ouvre la fenêtre, passe par la fenêtre, traverse la forêt, et une fois qu'il est au fin fond de la forêt, il va retrouver son ami le renard dans son terrier. Et il dit à son ami le renard: enfin, tu m'avais promis de ne plus revenir. Moi, je ne te comprends pas, je fais tout pour te protéger de mon père, je t'apporte à manger. Qu'est-ce que tu as besoin de venir encore rôder près des poules? Le renard, il dit: mais tu sais, moi je voulais juste les regarder. T'as qu'à les regarder de plus loin. J'essaie. Mais c'est plus fort que moi, je m'approche. Bon, écoute, voilà ce qu'on va faire. Tous les jours, quand je t'apporterai à manger, je vais te parler des poules. Et je vais t'en parler tellement bien des poules que ça va être comme si elles étaient là, vivantes, autour de toi. C'est d'accord, lui dit le renard. Alors les deux amis, ils sont dans le terrier, c'est la pleine lune, en rayon de lune, ils rentrent dans le terrier. Ils sont allongés sur un duvet et ils parlent toute la nuit. C'est une nuit merveilleuse. Au petit matin, il faut quand même que le fils sorte du terrier pour aller trouver sa chambre avant que son père ne soit réveillé. Au moment où il passe la tête hors du terrier,
l'enfant aperçoit au lointain un cavalier à l'arrêt. Dans le froid du petit matin, le cheval du cavalier, il est fumant de transpiration. Il y a un long nuage de buée qui sort de ses naseaux. Le cavalier, lui, retient son souffle. Il a dans la main un arc. La fine corde de l'arc ne tremble pas. Posée sur l'arc, une flèche, une magnifique flèche d'argent, immobile, prête à partir au cœur de sa cible, prête à partir au creux du terrier. Là, l'enfant, il se met devant son ami le renard pour le protéger. Et là, il a le temps de voir le cavalier. Il a le temps de voir la beauté du cavalier. Il n'a jamais vu un cavalier aussi beau. À un moment, c'est plus fort que lui. Il sort du terrier et il marche à la rencontre de son cavalier. Il y a son ami le renard qui dit « Non, non, n'y va pas, c'est dangereux. » Il lui dit « Tu dois rester à distance, tu m'as toujours dit qu'il fallait être à distance. » Mais c'est plus fort que lui. L'enfant, il faut qu'il aille voir le cavalier. À un moment, il est pratiquement à hauteur du cavalier. Et il voit devant lui un vieux tronc d'arbre, calciné par la foudre. Un arbre qui a plus ou moins la forme d'un cheval, d'un cavalier. Il y a une branche courbe, un long fil d'araignée, et posé dessus une plume de faisan. C'était ça, son cavalier. L'enfant prend la plume. Il dit adieu à son ami le renard, traverse la forêt, passe par la fenêtre dans sa chambre, et là, il plante la pointe de la plume dans le traversin, à travers la couverture, juste à l'endroit du cœur. Et dans un sanglot, il dit « C'est fini, c'est bien fini. » Il y a son père qui a été alerté par les sanglots du fils. Il va dans sa chambre et puis il lui dit « Mais qu'est-ce qui est fini, mon fils ?»« C'est fini. À partir d'aujourd'hui, je ne me raconterai plus jamais d'histoire. Et puis je te promets, mon père, à partir d'aujourd'hui, je vais t'aider dans les travaux de la ferme. Et puis j'irai plus jamais dans la forêt. Parce que dans la forêt, il n'y a rien que du mensonge. » Et cette histoire, moi, j'ai le sentiment, mais j'étais complètement dedans, grâce à mes croix, que je pouvais être le renard, que je pouvais être le cavalier merveilleux, ou le fils, ou même le père. Et par la suite, quand je lisais un roman que j'avais vraiment adoré, que je ne voulais pas oublier, eh bien, je me racontais l'histoire de ce roman avec mes petites croix. J'attribuais un personnage, un lieu, puis j'habitais dans ma chambre, et puis le jour, enfin, j'ai passé des heures dans ma chambre à rejouer ces histoires, jusqu'au jour où, il y a toujours un jour. Moi, ce jour-là, c'était le jour de l'excursion annuelle de l'école. Et notre classe devait partir pour une journée d'escalade au fort de Dave. Le fort de Dave, c'est un ancien fort militaire. Et c'est un fort militaire qui était le théâtre de violents combats pendant la guerre 14-18 et 40-45. Et le fort de Dave, eh bien, il est juché au-dessus de la Meuse. Et pour y accéder, il faut escalader cette falaise. C'était cette falaise qu'on devait escalader. Oui, mais moi, avec mon vertige, c'est pas possible. Je ne pouvais pas. Alors, le jour où on devait partir, moi, j'ai dit à mes parents que j'avais été malade toute la nuit. Enfin bon, il fallait que je reste dans ma chambre. Pendant que mes camarades de classe escaladaient réellement le fort de Dave, moi, dans ma chambre, avec mes croix, je me rejouais les combats. J'étais au-dessus du fort, il y avait des ennemis qui venaient, je jetais dans l'eau. Alors ceux qui n'étaient pas morts noyaient directement, revenaient, je rejetais. Enfin, j'ai passé une journée formidable. Et le soir, alors normalement, le soir, je jouais dans ma chambre et puis j'attendais que mon père vienne me dire bonsoir. Tous les soirs, après le travail, il venait dans ma chambre me dire bonsoir. Ce soir-là, mon père, il n'est pas venu dans ma chambre. Il est resté au salon. Parlait à voix basse à ma mère. Je me suis approché près de la porte pour écouter ce qu'il disait.
là, mon père, il disait à ma mère qu'il n'était absolument pas dupe de ma soi-disant maladie. Et ma mère, elle disait, bah oui. Moi, je crois qu'on a fait une bêtise à raconter tellement d'histoires à notre fils. Maintenant, il est plus comme les autres. Hein, il joue jamais avec ses camarades, il va jamais au cinéma avec eux, il n'y pas leur bande dessinée, et d'ailleurs, il ne dessine même pas. Il est uniquement avec les images qu'il a dans sa tête. Et là, mon père, il a dit oui, je crois qu'il faut vraiment une rupture brutale dans l'éducation qu'on donne à cet enfant. Et il a dit, cet enfant, il faudrait qu'il fasse un peu d'exercice physique. Et puis il a ajouté, on va l'inscrire dans un club de sport. Ça, c'était pas possible. Alors, j'ai sorti de ma chambre avec une certaine emphase. J'ai dit, mon père, ma mère, à partir d'aujourd'hui, c'est fini, c'est bien fini. Qu'est-ce qui est fini, mon fils? À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je ne me raconterai plus d'histoire. Et puis je vous le promets, même si j'en pensais pas un moment, à partir d'aujourd'hui, je ne jouerai plus jamais avec mes petites croix. J'aurais dit, à partir d'aujourd'hui, je vais sortir de ma chambre et je vais me passionner pour l'histoire de l'art. Bon, à cet âge-là, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire, l'histoire de l'art. Mais j'avais quand même l'intuition qu'il y avait histoire avec un grand H pour faire plaisir à mon père et art avec un grand A pour ma mère. Eh bien, ça a marché. Ça a marché parce que dès le lendemain, ma mère m'emmenait au musée des Beaux-Arts de Liège pour découvrir une exposition de peinture. Et je me suis tout de suite arrêté devant un petit tableau qui m'attirait beaucoup. Alors, il est intitulé, ce tableau, « Paysage dans le brouillard ». Et à un moment, c'est étonnant, hein, j'ai eu vraiment comme l'impression que ma main, elle se détachait de mon corps. Et puis, il allait vers le tableau, hein, comme s'il voulait dissiper le brouillard pour voir s'il n'y avait pas un cavalier merveilleux qui était derrière. Et à ce moment-là, j'ai entendu une voix. C'était une voix qui me disait « Toi !» Oui, toi, on ne touche pas. On peut montrer du doigt, mais on ne touche pas. On se tient à une distance respectueuse de la peinture. C'est un gardien qui était juste à côté. Alors moi, je restais à une distance respectueuse de la peinture. Et là, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. Enfin, je crois que c'est ça qu'on appelle un coup de foudre. Je suis tombé amoureux de la peinture. Mais complètement. Puis j'en ai regardé une autre. Et je l'aimais tout autant. Enfin, je sentais vraiment naître en moi le destin d'un vrai amateur de peinture. Et qu'est-ce que c'est, un amateur de peinture? C'est quelqu'un qui est capable de sortir de sa chambre pour aller faire des expositions. C'est quelqu'un qui peut se trouver devant les plus grands chefs-d'œuvre de la peinture et qui peut rester devant sans avoir besoin de les toucher. Bon, ça, je me rendais compte que c'était vraiment trop dur. Enfin, il fallait... Enfin, si je ne voulais plus toucher le tableau, il me fallait vraiment des exercices pratiques. Le premier exercice pratique, il a commencé un dimanche après-midi. Pourquoi? Parce que tous les dimanches après-midi, mon père, il faisait ce qu'il appelait sa sieste sacrée. Il ne fallait surtout pas le déranger pendant sa sieste sacrée. Ce dimanche-là, j'ai attendu que mon père se soit bien enfoncé dans son fauteuil, qu'il ferme bien les yeux. Je suis allé près de lui, tout doucement. J'ai tendu mon bras vers lui. J'ai mis mon doigt à une distance respectueuse de sa peau, juste 2-3 minutes. Et puis, j'ai passé en revue les contours de son visage, avec mon doigt. Et pendant que je faisais ça, je disais juste « Je ne te touche pas, je ne te touche pas. » Et à un moment, mon père, il a juste levé une paupière et il m'a dit « T'as pas intérêt à me toucher. Si jamais tu me touches, je déclenche une seconde guerre des 6 jours. Et je serai encore plus terrible que Moshe Dayan. » Ma mère, elle avait vu que les expositions,
ça me faisait sortir de ma chambre. Elle ne voulait pas s'arrêter en si bon chemin. Et elle avait trouvé, dans une revue d'art, une petite annonce. Et elle disait que cette petite annonce, elle était parfaite pour moi. Et cette petite annonce, elle s'intitulait « Les iconoclastes ». Alors voilà ce qu'elle disait, cette petite annonce. Les iconoclastes sortez du cadre. Durant les vacances de Noël, offrez à votre enfant un stage de culture physique grâce au chef-d'œuvre de la peinture de la collection du musée d'art moderne de la ville de Paris. Stage accessible à tous à partir de 8 ans. Quand mon père a vu que c'était un stage de culture physique, il a tout de suite inscrit. J'allais donc passer des vacances de Noël à Paris. Bon, il était bien entendu avec mes parents, que malheureusement, mes petites croix, elles ne pourraient pas faire partie du voyage. Mais bon, en compensation, et puis aussi pour que je présente bien dans le monde de l'art et dans la capitale, eh bien, ils avaient bien voulu m'acheter une paire de chaussures dont je rêvais depuis des mois. Bon, je n'en avais rien dit, mais cette paire de chaussures, elle possédait des semelles à petite croix qui faisaient que quand on sautait dans une flaque, et juste après, il y avait l'empreinte des croix qui apparaissait comme par miracle. Et puis elle disparaissait avec le même enchantement. Donc, j'ai mis les croix dans mon bagage pour me préparer pour aller à Paris. J'allais prendre le train. C'était la première fois que je prenais le train tout seul. Bon, le voyage il était vraiment très très long. Hein. Rien qui se passait. La seule chose que je pouvais voir, c'était le paysage qui défilait à travers la fenêtre. Et puis finalement, fin d'après-midi, je suis arrivé, gare du Nord, et m'attendait, gare du Nord, tante Nelly. Tante Nelly. C'était une cousine éloignée de ma mère. Je n'avais jamais vu tante Nelly, mais c'était chez elle que j'allais quand même dormir pendant toute la durée du stage. Et depuis ma descente du train, tante Nelly, elle me regardait avec un petit sourire. Hein. Je ne savais pas si elle souriait parce qu'elle était contente de me voir ou bien c'était tout le temps comme ça. Et puis, elle a pris mon bagage et puis elle m'a emmené chez elle. Hein, on a pris le métro, on était dans son appartement, et là, dans son appartement, eh bien, elle m'a fait dormir dans la chambre au hibou. Alors, pourquoi est-ce qu'elle l'appelait la chambre au hibou? Parce qu'elle avait une collection de centaines de hiboux en bois, en terre cuite. Alors, moi, je les ai regardés un à un, j'ai comme passé une semaine avec eux. Il y avait un hibou qui n'était pas comme les autres. Alors que tous les hiboux, ils avaient les yeux grands ouverts, il y avait un hibou qui avait les yeux clos. Comme j'étais en plein sommeil. Alors moi, je l'ai pris pour le mettre au-dessus de mon lit, pour être sûr de bien dormir. J'ai parfaitement dormi. Le lendemain matin, au petit déjeuner, j'ai raconté à tante Nelly mon histoire préférée, hein, en prenant mon bol de lait. Et puis juste après, tante Nelly, eh bien, elle m'a conduit au musée d'art moderne parce que c'était le premier jour de stage. Alors, on y est allé à pied parce que le musée était vraiment à 2 pas de son appartement. Elle m'a dit d'ailleurs que le restant de la semaine, eh bien, je ferai le trajet tout seul. On avait rendez-vous au musée d'art moderne pour la première journée d'Iconoclaste. On avait rendez-vous dans les réserves du musée. Et c'est là où j'ai vu eh bien, les autres enfants qu'elle passait le stage avec moi. On était moitié garçon, moitié fille. Il y avait l'animatrice qui avait un magnifique petit accent italien et nous a demandé à chacun d'entre nous de nous présenter et puis surtout d'expliquer ce qui motivait notre présence à cette iconoclaste. Alors bon, la plupart des enfants, ils avaient été envoyés par leurs parents parce que les parents, ils en avaient assez de voir les enfants dans les vacances qui regardaient de la télé, des bandes dessinées.
Et je voulais qu'il voit des images qui est quand même une autre tenue. Juste un enfant qui a donné notre explication. Cet enfant-là, il a dit, moi, je viens ici parce que je suis insensible. Et il a dit, moi, je suis insensible à tout. Et mes parents sont persuadés qu'on ne peut pas rester insensible au monde de l'art. Bon, après tout, c'est leur droit de penser ça. Un petit moment de flottement. Et puis après, l'animatrice, elle s'est tournée vers moi. Et puis elle m'a dit, et toi, mon garçon, hein, tu n'as encore rien dit. Je suis près d'elle. Je parlais tout doucement. J'ai dit, excusez-moi, mademoiselle, j'en ai encore parlé à personne. Je dis, mais vous voyez, j'ai l'impression de n'être moi-même qu'une image. Je dis, oui, vous savez, quand je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression que c'est celui qui est en face qui est vrai. Et puis quand je vais au théâtre, j'ai l'impression que c'est ce qui est sur scène qui est vrai. Et que moi, je ne suis qu'une ombre assise dans le noir. Et puis je lui dis, vous savez, quand je vais au musée et que je vois des peintures, mais j'ai l'impression que j'en fais partie. Alors là, très, très gentiment et très délicatement, elle m'a mis la main sur l'épaule et puis elle m'a fait c'est bien, mon garçon, c'est très bien. Et puis elle s'est tournée vers les autres enfants et puis elle leur a dit, voilà une vraie façon d'être. Et fort de ce si joli témoignage, eh bien, nous allons commencer notre nouvel exercice, notre premier exercice d'iconoclaste. Bon, alors, le premier exercice de l'iconoclaste, il consistait à rentrer dans la peau d'une toile. Hein, une toile qu'un jour un peintre choisirait pour y fixer ses images. Alors, il a sorti de sa poche un grand morceau de toile à peindre, et puis elle nous a dit, mais regardez-moi ce magnifique enchevêtrement de fils. Eh bien, on va voir ça de plus près. Elle nous a dit, tissez-vous. On l'a regardé, j'ai dit, tissez-vous. Alors, elle nous a expliqué ce qu'on devait faire pour se tisser. Bon, pour se tisser, on devait se croiser les doigts d'une main dans ceux de l'autre, et puis on devait se croiser les doigts et les mains dans les bras, et bien, je ne peux plus le faire maintenant, mais on devait se croiser les doigts, les bras et les mains dans les jambes, et puis après un premier échauffement, chacun dans son coin, nous devions nous tisser par deux. Et moi, par chance, j'étais tombé sur le garçon insensible. Si bien que très rapidement, alors que les autres se tortillaient, mais lamentablement, comme des vulgaires chenilles complètement désorientées, alors que, mais très vite, mon camarade et moi, très, très rapidement, on atteint ce qu'on pourrait appeler l'habileté de Valençois parfaitement expérimenté. Bon, enfin, avec la persévérance de l'animatrice, en fin de matinée, tout le monde était parvenu à se tisser plus ou moins correctement. On était allé déjeuner. L'après-midi, nouvel exercice. Exercice d'extension. Il fallait étendre les bras pour essayer de ressentir ce qu'était qu'une toile tendue sur un châssis. Étendez-vous, elle nous a dit. Oui, mais le garçon insensible, il avait une force, à un moment, en plein exercice d'étirement, mais j'ai cru qu'il allait me déboîter l'épaule. Mais grâce à ça, j'ai senti, mais vraiment d'intérieur, ce qu'était qu'une toile, mais parfaitement tendue. Bon, on a fait l'exercice, je ne sais pas combien de fois, enfin, fin de journée, mais j'étais totalement épuisé. J'ai pratiquement rampé jusqu'à l'appartement, mais je n'ai même pas répondu à son petit sourire, je n'ai même pas eu à regarder le hibou aux yeux clos pour dormir comme il se jusqu'au lendemain. C'était très bien, parce que le lendemain matin, nouvel exercice. C'était l'exercice de l'approche picturale. Alors, il y avait une partie de la classe qui s'étendait en toile, tandis que l'autre partie devait y appliquer ses doigts à la façon des poils d'un pinceau. Peignez-vous, elle nous a dit. Mais ça provoquait des chatouillements chez ceux qui étaient peints et il nous était formellement interdit de rire. Elle nous disait qu'une toile, ça ne rit pas. On s'est peint toute la journée.
dormir. Le lendemain matin, on était dans la réserve. Et il nous a dit, bon voilà, maintenant vous êtes bien peint, mais il ne faut pas croire qu'une peinture, on va l'exposer directement. C'est comme du vin. Il faut que ça bonifie avec le temps. Il faut un petit peu entreposer la toile, la mettre de côté. Entreposez-vous, elle nous a dit. Alors, pour s'entreposer, il fallait se tenir debout, bras le long du corps, les uns à côté des autres, légèrement penchés contre le mur, et puis on devait fermer les yeux et surtout ne penser à rien. Mais à rien du tout. Mais moi, j'avais jamais pensé à rien du tout. Ah ben, j'ai pas senti le temps passer. En fin d'après-midi, on était autorisé à sortir de notre réserve. Alors le groupe qui avait accumulé une tension incroyable, il s'est libéré en poussant des cris. Enfin, il y avait juste que le garçon insensible et moi qui étions plus calmes. Oui, mais on était tellement calmes, on nous a oubliés dans la réserve. Les grandes portes de la réserve se sont fermées sur nous. On était complètement dans le noir, tous les deux, le garçon insensible et moi. Ah, moi, je tambourinais contre la porte, je disais, je veux sortir, je veux sortir, je veux... Ça ne servait à rien du tout. Le garçon insensible, qui avait conservé son sang-froid, s'était souvenu qu'il y avait une petite porte qui était derrière des toiles entreposées. Il est allé et la porte n'était pas fermée à clé. Je l'ai suivi, on a ouvert la porte, on s'est retrouvés de l'autre côté de la porte où nous étions totalement dans le noir. Et puis, il a commencé à marcher. Oh, moi, je le tenais là par la manche. En fait, on marchait sur une passerelle métallique, ça résonnait. À un moment, on s'habitue un peu à l'obscurité. J'ai vu qu'il y avait au moins 10 mètres de vide entre la passerelle et le sol. C'était bizarre, il y avait des petits points blancs au sol. Quand on les regardait, ils étaient un peu fluorescents. Et puis on regardait, puis on avait. En fait, c'est un tout petit peu plus tard que j'ai su ce que c'était, ces points blancs. C'était des champignons. En fait, on venait de rentrer dans une ancienne champignonnière qui avait été abandonnée en 1937 quand on avait construit le musée d'art moderne juste au-dessus. On marchait, on est passé un peu plus loin, on a vu. Il y avait de la lumière très légère, et la lumière, elle provenait de tentes. Il y avait 5 ou 6 tentes, des toutes petites tentes. La lumière dedans était sombre, humaine. À un moment, j'ai entendu une grosse voix qui disait « Sors d'ici, au travail !» Et alors, on a vu sortir d'une tente un garçon qui était dans un manteau noir qui était beaucoup trop grand pour lui. Il doit avoir notre âge. Et puis nous, quand on l'a vu, pour ne pas nous faire repérer, on a pris la posture de toile entreposée sur la passerelle. Mais bon, le garçon insensible devait être bien meilleur que moi parce que tout de suite, l'enfant grand manteau, il est monté par un escalier en colimaçon et puis il avait une torche électrique, il m'a braqué comme ça et puis il m'a fait « Toi, qu'est-ce que tu fais ici, fils de Bourges ?» J'ai dit, enfin, mais pourquoi tu me traites de fils de Bourges? Il m'a dit, mais t'as vu tes pompes? Il n'y a qu'un gros Bourges pour avoir des pompes comme ça. C'était mes belles chaussures. Il m'a fait rêver pendant des mois. Et là, j'ai été jusqu'à les échanger avec les vieilles bottines de l'enfant. Et puis après, on s'est assis sur la passerelle, tous les trois. On avait nos jambes qui balançaient dans le vide. Et puis là, il nous a raconté son histoire. Il nous a expliqué que dans sa famille, de génération en génération, il vivait, enfin plutôt il survivait, en dessinant à la craie des tableaux célèbres sur les trottoirs. Et tout naturellement, pour aller faire la manche, ils allaient près des musées, là où il disait qu'il y a des personnes les plus sensibles à l'art. Et puis aussi, il m'a regardé dans les yeux, puis aussi des gros bourges comme toi qui me donnaient une grosse pièce. Et puis il a expliqué que tout début des années 70, dans sa famille, il vivait dans le bidonville de Nanterre, et on a détruit le bidonville de Nanterre. Et donc sa famille a dû trouver un autre endroit pour aller s'abriter. Et l'un d'eux, dans la famille, s'était souvenu de l'ancienne champignonnière. Ils avaient réussi à s'introduire, s'étaient installés.
Ils avaient été empruntés dans les réserves du musée des grands rouleaux de toile à peindre, des boîtes de châssis. Avec ça, ils avaient fait leur tente. Ils dormaient dans des couvertures de protection, des tableaux. Et puis, ils mangeaient beaucoup de champignons. Mais bon, c'était quand même des conditions de vie terribles. Et en hiver, même les plus jeunes, il fallait travailler sur les trottoirs. Et à ce moment-là, il a ouvert les poches de son énorme manteau. Et dans ces poches, j'ai vu des centaines de tout petits bouts de craie de toutes les couleurs. Et je lui ai demandé de me parler des tableaux qui dessinaient sur les trottoirs. Mais ça l'intéressait pas. Il se transmettait ces images de père en fils sans vraiment prêter attention. Je lui ai dit, enfin, attends, il n'y a pas une image que tu aimes vraiment bien? Et il n'en connaissait pas. Alors je lui ai dit, je vais t'en donner une. Et je lui ai raconté la cible. Alors, je lui ai décrit du mieux que je pouvais la silhouette du cavalier, l'éclat du soleil, sur la pointe de la flèche, son cheval transpirant. Enfin bon, à la fin, il m'a dit, ah oui, j'aime vraiment bien ton histoire, je suis d'accord, donne-moi ton image et je vais la recopier. Je dis, attends, je te l'ai donnée, mon image, je te l'ai donnée avec mes mots. Et il m'a dit que ça ne comptait pas. Il avait besoin d'une vraie image. Et là, je me sentais pitoyable. La seule chose que je pouvais lui dire, c'est, je ne sais pas dessiner. J'ai jamais dessiné de ma vie. Bon, si je ne voulais pas se raconter par ses parents, il fallait qu'il aille travailler sur les trottoirs. Donc on l'a suivi dans la passerelle, il a ouvert une petite porte, il y avait un long couloir, au bout du couloir, un mur qui avait au moins 3 mètres de haut, il fallait escalader, et j'ai escaladé comme une fleur. Je dis que c'était certainement grâce aux chaussures de l'enfant que j'avais l'habitude de faire sauter, il y avait un petit escalier très étroit, et tout au bout de l'escalier, j'ai vu un fin filet de la lumière du jour. On est allé tout en haut, là, il a ouvert une toute petite porte, et puis on s'est retrouvés, une fois qu'il a ouvert la porte, en plein jour. On était dans Paris. En fait, c'était ça leur passage secret. On venait de sortir par une colonne Maurice. La toute petite ouverture de la colonne Maurice, c'était le passage secret. On était là. Alors, moi, je me suis rendu compte qu'avec tout le chemin qu'on avait fait dans le souterrain, j'étais arrivé pratiquement au pied de l'immeuble de Tante Nelly. Alors, on s'est séparés là, sans se dire un mot. Et puis, je suis monté à l'appartement de Tante Nelly. J'ai tout fait pour qu'elle ne voit pas que j'avais plus mes chaussures. Elle préparait le repas, elle n'a pas vu. J'ai passé la nuit là-bas. Le lendemain, nouvelle journée d'iconoclasme. Là, l'animatrice, elle était vraiment folle. Elle nous a dit, aujourd'hui, il va être question de suspension. Aujourd'hui, vous allez vous accrocher au mur et vous soumettre au regard. Elle nous a dit, imaginez-vous, encordé en haut d'une haute falaise. Eh bien, c'est exactement ce que ressent une toile à son. Accrochez-vous, elle nous a dit. On devait attraper un clou qui était bien haut, et puis une fois qu'on l'avait, il fallait rester suspendu le plus longtemps possible pendant que les autres nous regardaient. Bon, il y a vraiment juste que le garçon insensible qui a réussi à vraiment bien s'accrocher au clou, et puis il est resté plus de 5 minutes accroché. Et, bon, il aurait pu rester encore beaucoup plus longtemps, mais bon, il devenait tout bleu, alors il s'est pas décroché, et puis on est passé à un nouvel exercice. On était à peine installés pour cet exercice que j'ai vu l'arrivée inopinée dans la classe de Tante Nelly. Qu'est-ce qu'elle venait faire, la Tante Nelly? Elle ne souriait plus du tout. Elle est allée près de l'animatrice. Elle lui a dit quelques mots à l'oreille. Et l'animatrice avait dit, mais c'est terrible. Bon, moi, j'étais sûr que Tante Nelly, elle l'informait de notre escapade dans la champignonnière. Je ne sais pas comment elle avait pu l'apprendre. Et puis Tante Nelly est venue vers moi. Et puis, elle avait ma valise en main. Et elle m'a annoncé que je devais rentrer directement à Liège. Et qu'elle-même m'accompagnerait dans le train.
Bon, dans le train, c'était vraiment long. Hein. Tante Nelly, elle était dans ses mots croisés, elle ne fait pas la tête, elle disait pas un mot. À un moment, le silence était tellement pesant que j'ai dû l'interrompre et poser la première question qui me passait par la tête à Tante Nelly. Je lui ai dit, Tante Nelly, le hibou qui a les yeux clos, il vient d'où? Elle m'a expliqué que, mais en fait, c'était le premier hibou de sa collection. C'était sa mère qui le lui avait donné. Elle m'a expliqué que quand elle était enfant, elle faisait beaucoup de cauchemars. Et une nuit où elle avait fait un cauchemar beaucoup plus violent que les autres, eh bien, sa mère, pour la calmer, était venue dans sa chambre et lui avait donné le hibou aux yeux clos. Et lui avait raconté son histoire. Et l'histoire du hibou aux yeux clos, ça commence dans les Ardennes. Dans les Ardennes, ou dans la grande forêt des Ardennes, sur un arbre, il y a un nid. Dans ce nid, il y a cet œuf. Et dans cet œuf sort un bébé hibou. Ce bébé hibou, comme vous pouvez le voir, il a des oreilles particulièrement développées. Et quand le père hibou voit les oreilles de son fils, il ouvre de grands yeux et fait « Ouh là là !» Mais bon, il faut quand même bien s'occuper de l'éducation de cet enfant. Hein. Un hibou, c'est un animal nocturne. C'est-à-dire que pour bien faire le guet la nuit, il faut apprendre au hibou à bien dormir la journée. Mais voilà, un jour, le hibou, il va trouver son père et il dit « Mon père, c'est pas possible. C'est certainement à cause de mes grandes oreilles. Hein, mais moi, la journée, je ne peux pas dormir. Il y a beaucoup trop de bruit. Hein, j'entends les corbeaux qui croissent, j'entends les geais qui cacardent, j'entends la fauvette qui s'asinule. Enfin, non, mon père, c'est pas possible. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais dormir la nuit. Oh, un hibou, le père, il ouvre de grands yeux, il fait ouh là là. Mais bon, ça se passe comme ça. Tous les jours, le hibou, il joue avec ses amis, geais, corbeaux, fauvettes, et la nuit, il dort comme un bienheureux. Avec le temps, et sa croissance fait que ses oreilles ont une taille plus ou moins normale, mais ce hibou, il continue à dormir la nuit. Et comme il n'a plus l'habitude de vivre avec ses congénères, il a fini par oublier qu'il fait partie de la communauté des hiboux. Et une nuit, oh là là, il a fait un cauchemar terrible. Il a rêvé qu'il était abandonné par ses amis parce qu'il n'était pas comme eux. Alors il se réveille en pleine nuit et il voit en face de lui un vieux hibou qui le regarde avec de grands yeux. Il s'approche de lui et il ne le reconnaît pas. Et il lui dit « Bonsoir monsieur, qui êtes-vous » Et le vieux hibou lui dit « Mais je suis le hibou qui regarde avec de grands yeux. Et toi, tu sais encore qui tu es ?»« Oui, moi je suis le hibou qui dort la nuit. » Il dit « Mais seulement cette nuit, j'ai fait un cauchemar terrible. Hein. J'ai rêvé que j'étais abandonné par mes amis et que j'étais tout seul et j'ai peur. » Et là, le vieux hibou, il lui dit « N'aie pas peur. Tu n'es pas tout seul. De mes grands yeux, je n'ai jamais cessé de te regarder. Merci, monsieur. » Et le hibou qui dormait la nuit retrouve enfin le sommeil. Et dès que Tante Nelly a eu terminé son histoire, elle s'est replongée dans ses mots croisés, comme si elle voulait absolument éviter mon regard, et elle est restée dans ses mots croisés jusqu'à notre arrivée en gare. Et puis à la descente du train, quand j'ai vu le visage décomposé de ma mère, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un drame. Mon père était mort, d'un coup. Et c'est comme ça que je l'ai appris, d'un coup. Alors on nous a ramenés à la maison. Et là, il y avait des oncles et des tantes qui étaient là, qui voulaient me consoler. Et j'ai pas voulu. Et puis on a voulu me faire voir mon père pour la dernière fois. Et j'ai pas voulu non plus. Je me suis enfermé
dans ma chambre. Et puis là, j'ai pris un crayon, j'ai pris une feuille de papier et j'ai dessiné. Et j'ai dessiné les contours du visage de mon père pendant sa sieste sacrée. Pendant que je dessinais, je disais juste: je ne te touche pas. Je ne te touche pas. Et ce mon dessin, on aurait vraiment cru que mon père, il flottait dans l'espace. Puis j'ai pris une autre feuille de papier. Et là, j'ai dessiné un cavalier dans le brouillard, avec tous les détails, avec son cheval, les sabots du cheval, sa crinière, l'arc à flèche. Quand j'ai terminé mon dessin, je l'ai plié, je l'ai mis dans une enveloppe et j'ai été le donner à tante Nelly. Et j'ai demandé à tante Nelly que dès son retour à Paris, elle aille glisser mon dessin dans la toute petite ouverture de la colonne Maurice qui était juste au pied de son immeuble.